As-tu déjà aimé quelqu'un au point de t'effacer, juste pour être accepté? As-tu déjà caché qui tu es, parce que ton nom faisait peur, parce que ta vérité faisait trop de bruit dans les oreilles de ceux qui t'aimaient à moitié? Cette histoire ne parle pas d'une héritière. Elle parle d'une femme qu'on a jugée sans la connaître, qu'on a rabaissée sans voir sa lumière, une femme qui a tout abandonné, richesse, nom, privilège, pour vivre une seule chose, sa vérité. Tu vas découvrir Élise, mais en elle, tu risques de te reconnaître, parce qu'elle aussi a été brisée par la trahison féminine. Elle aussi a été humiliée pour avoir choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Et elle aussi a dû mourir symboliquement pour renaître enfin. Ce récit n'est pas un simple drame, c'est une traversée, un appel intérieur pour chaque femme qui a déjà voulu s'effacer pour mériter l'amour. Un chemin de résilience féminine, de mysticisme intérieur et de pardon sacré. Beaucoup regardent nos vidéos, sans encore faire partie du cercle. Si ce que tu t'apprêtes à entendre touche une partie oubliée de ton âme, abonne-toi, active la cloche. Et surtout, écoute jusqu'à la fin. Tu pourrais y entendre ta propre voix, celle qui attendait d'être libérée. Il y a des femmes qui naissent dans des palais mais dont l'âme étouffe sous le marbre. C'est le cas d'Élise Avlar. Fille unique d'un empire hospitalier brésilien, elle portait sur ses épaules le nom, le prestige et surtout, le poids des attentes d'un monde qui ne la voyait qu'en vitrine. On l'applaudissait pour ce qu'elle représentait, jamais pour ce qu'elle ressentait. Elle vivait dans une cage dorée, où même les sourires étaient programmés et où les silences en disaient de plus long que les discours de gala. Sous sa robe de soie, une femme criait. Personne ne savait qu'Élise parlait à sa mère défunte en cachette, à voix basse, dans son dressing. Que chaque matin, avant de jouer son rôle, elle touchait un foulard taché de peinture, la seule chose que sa mère lui avait laissée. Ce foulard, oublié dans un vieux coffre, sentait encore l'atelier. L'atelier d'art où sa mère se réfugiait pour exister hors du contrôle de son mari. C'est dans cet héritage secret qu'Élise découvrit sa première brèche vers la liberté, une passion pour la peinture, un monde silencieux où les coups de pinceau parlaient plus fort que les injonctions familiales. On l'appelait la princesse du cœur dans les revues mondaines, mais dans son cœur, c'était un désert. Les hommes la désiraient comme un trophée. Les femmes l'enviaient sans connaître ses chaînes. Et même son fiancé, beau, brillant, stratégiquement parfait, se permettait de rire d'elle dans son dos. Une nuit, en descendant chercher un livre oublié, elle entendit sa voix. Élise ne tiendrait même pas 2 jours sans sa gouvernante. Ce rire-là, ce rire tua quelque chose en elle. Ce soir-là, une étoile tomba. Littéralement. Elle vit une lumière traverser le ciel depuis sa baie vitrée. Et elle comprit. L'univers lui avait donné un signe. Ce n'était pas la fin. C'était une mue. Une invitation sacrée à renaître. La trahison féminine qu'elle vivait, même silencieuse, avait ouvert un portail. Celui de sa propre vérité. Et dans cette fissure, une voix intérieure, ancienne, douce, invincible, chuchotait. Tu n'es pas ce qu'ils disent, tu es ce que tu choisis. Élise passa des nuits entières à peindre, d'abord en cachette, puis avec une fièvre nouvelle. Chaque toile était une larme transformée, chaque couleur, une note d'âme. Le jour, elle jouait encore son rôle. Le soir, elle renaissait. Et dans ce double monde, elle comprit une chose que seules les femmes brisées savent. Parfois, il faut se mentir un peu pour survivre, avant d'avoir le courage de se dire enfin la vérité. Elle retrouva un carnet de sa mère, des pages tachées, vibrantes, vivantes. Dessus, une phrase soulignée en rouge, « Le luxe ne m'a jamais sauvée. La peinture, si. » Ces mots devinrent son mantra. Et c'est ainsi qu'Élise Avlar, l'héritière qu'on exposait comme un bijou, fit son choix. Un soir de tempête intérieure, elle effaça son nom. Elle déchira ses cartes. Elle devint Élise Duhart, nom de jeune fille de sa mère. Elle venait de naître.
en secret. Changer de nom, c'est plus que changer d'identité. C'est brûler un ancien soi. Et ce feu, Élise le sentit dans ses entrailles. Elle acheta, avec une fausse signature, un petit studio dans un quartier bohème de São Paulo. Pas de majordome. Pas de parfum de luxe. Juste elle, une valise, quelques toiles, et une foi tremblante dans ce qu'elle pouvait devenir sans personne pour la définir. Son premier repas, elle le rata. Ses premiers trajets en métro, elle se perdit. Et pourtant, elle souriait. Parce que chaque maladresse était une preuve vivante qu'elle était enfin en train de vivre. La douleur ne l'avait pas détruite. Elle l'avait transformée. Et dans chaque pas incertain, elle sentait grandir en elle une force que ni l'argent, ni les diplômes, ni les titres n'avaient pu lui offrir. La résilience féminine enracinée dans l'authenticité. Elle devint assistante d'une petite école d'art à Villa Madalena. Personne ne savait qui elle était. Et pour la première fois, cela ne la blessait pas. Cela la guérissait. Les enfants l'appelaient « Prof Lise ». Elle riait, parfois pour de vrai. Et dans chaque sourire arraché à la fatigue, elle sentait une part de sa mère lui dire « Tu es enfin à ta place ». Mais l'histoire ne fait jamais de pause. Et même sous un nouveau nom, le destin continue à tisser ses fils. Invisibles, puissants et parfois brûlants. Et c'est là, dans un simple café du coin, qu'Élise allait croiser un regard. Un regard qui allait tout faire basculer. Il y a des prisons qui n'ont ni barreaux ni gardiens, mais dont on sent chaque mur sur la peau. La vie d'Élise, malgré l'éclat des projecteurs, était cette prison. On la croyait chanceuse, accomplie, privilégiée. Mais chaque matin où elle enfilait ses vêtements de marque, elle sentait un poids invisible sur sa poitrine. Elle souriait aux caméras, mais à l'intérieur, c'était l'hiver. Et dans cet hiver sans fin, quelque chose d'elle commençait à mourir. Le réveil ne vient pas toujours par un choc brutal. Parfois, il commence par un détail doux, un fil qui se détache. Une photo tombée d'un vieux livre. C'est ce qui arriva un jour d'ennui, dans la bibliothèque de son père. Un carnet. Couverture usée, odeur d'encre ancienne. À l'intérieur, des croquis. Une femme dessinée sans maquillage, les mains tachées de peinture, les yeux brillants. Sa mère. Dans un monde qu'Élise n'avait jamais connu. Un monde sans gala, sans presse, mais plein de vie. Ce carnet était un trésor caché. Chaque page était un soupir. Un aveu silencieux d'une femme que la richesse n'avait pas sauvée. Et Élise comprit alors que sa mère n'était pas morte de maladie. Elle était morte d'asphyxie. Et la peinture avait été sa dernière bouffée d'oxygène. Ce choc ouvrit une faille. Et dans cette faille, Élise sentit monter une rage douce. Pas contre son père, mais contre l'illusion qu'elle avait acceptée si longtemps. La trahison féminine, ce n'est pas toujours une autre femme. Parfois, c'est nous qui nous trahissons, chaque fois qu'on se tait, qu'on se courbe, qu'on fait semblant. Élise comprit qu'elle avait renié sa propre âme pour répondre à l'image que son monde exigeait d'elle. Cette lucidité fit mal, mais elle était nécessaire, une brûlure qui purifie. Elle commença à désobéir en silence, à peindre dans la salle de bain, à sortir sans maquillage, à dire non à des invitations sous prétexte de fatigue, mais ce n'était pas de la rébellion, c'était un retour à cette petite fille qui dessinait sur les murs et qu'on avait punie pour faire sale, un retour au feu qui n'avait jamais cessé de brûler sous les cendres. Le regard de son père, pourtant, ne changeait pas, toujours aussi froid, aussi distant, comme si rien en elle ne méritait autre chose qu'un contrôle discret. Il lui disait « Tu sais, l'image est plus importante que la vérité. » Et ce jour-là, elle sut. Elle ne voulait plus vivre dans une image. Elle voulait vibrer dans une vérité, même si cette vérité faisait peur. Un soir, devant le miroir, elle coupa ses cheveux. Elle ne demanda l'avis de personne. Ce fut un acte intime, sacré. Chaque mèche tombée représentait un poids qu'elle déposait, une forme de renaissance. Une femme neuve naissait dans la salle de bain d'un palace. Pas une star, une femme, une vraie,
Elle déterra de son coffre les vieux pinceaux de sa mère. Il sentait encore l'huile et l'espoir. Elle peignit toute la nuit. Une toile rouge, violente, brute. À la fin, elle s'effondra au sol. Pas de fatigue, de libération. Elle pleura longtemps. Et dans ses larmes, il n'y avait ni colère ni peur. Juste la sensation profonde d'avoir touché à l'essentiel. Ce fut après ce tableau que la décision vint. Pas un plan, une pulsion de l'âme. Le lendemain, elle réserva en secret un studio modeste. Elle savait qu'il fallait partir. Que rester, c'était se trahir encore. Et dans ce choix, elle ne fuyait pas. Elle se retrouvait. Et c'est ainsi que commence toute vraie liberté. Non par des cris, mais par des murmures. Des signes que seule l'âme entend. Et l'âme d'Élise, enfin, se réveillait. Changer de vie, ce n'est pas juste changer d'adresse. C'est enterrer un cadavre symbolique et renaître dans un corps qu'on ne reconnaît pas encore. Quand Élise posa les pieds dans ce petit studio à Pinheiros, il n'y avait ni miroir, ni parfum, ni tapis rouge. Juste le silence. Et ce silence, d'abord brutal, devint son premier compagnon de vérité. Chaque bruit de la rue, chaque pas dans l'escalier, lui rappelait qu'elle était enfin sortie de la cage. Elle devint Élise Duarte. Un nom simple, le nom de sa mère. Elle le murmurait souvent, comme une prière, une façon de se souvenir qu'elle ne fuyait pas. Elle retournait vers quelque chose de sacré. Ce n'était pas une disparition, c'était une réparation. Une guérison lente, grain par grain, loin des flashs et des discours apprêtés. Les premiers jours furent brutaux. Elle ne savait pas cuisiner. Elle ne savait pas payer un billet de métro. Elle ne savait même pas quelle clé ouvrait quelle porte. Mais dans chaque erreur, elle riait. Et ce rire-là, maladroit, valait plus que tous les sourires figés des cocktails mondains. Elle tombait, oui, mais cette fois, elle tombait en elle-même. Elle acheta une cafetière d'occasion, apprit à éplucher des légumes, découvrit la joie étrange de sentir ses mains pleines de savon. Des gestes simples devenaient rituels de reconquête. Chaque action quotidienne devenait un rappel. Tu es capable, même sans ton nom, même sans ta fortune. Elle trouva un poste d'assistante dans une petite école d'art de Villa Maddalena. Le directeur, un homme doux et un peu distrait, la prit sans trop de questions. Les enfants l'adoraient. Ils l'appelaient Tia Lise. Il ne savait rien de son passé. Et pourtant, il sentait sa lumière. Car une femme brisée, quand elle décide de se reconstruire, émet un rayonnement que même les enfants perçoivent. Son cœur, pourtant, restait en veille. Elle avait refermé cette porte. Trop de trahison, trop de regards intéressés. L'amour, pensait-elle, n'était qu'un théâtre de faux semblants. Mais la vie, parfois, aime venir désarmer celle qui se croit à l'abri. Et la lumière entre souvent par la fissure qu'on pensait avoir scellée. Un matin, en marchant vers l'école, elle s'arrêta dans un petit café de quartier. Le serveur était jeune, souriant. Et à la table du fond, un regard, brun, profond, sans prétention. Il lisait un carnet de croquis. Il leva les yeux, et elle sentit un frisson. Pas de peur, de reconnaissance, comme si l'âme de quelqu'un avait deviné la sienne, sans même un mot. Ce fut un échange de regards, puis un sourire, puis un café partagé. Il s'appelait Thomas. Ingénieur civil, discret, passionné d'architecture ancienne, rien à voir avec son monde d'avant, et peut-être pour cela, elle accepta de le revoir. Juste pour parler, juste pour respirer autrement. Mais la vie, encore une fois, préparait une ironie. Car Thomas n'était pas n'importe qui. Il était le fils d'un homme que son père haïssait. Un concurrent de longue date. Un rival économique. Aucun des deux ne le savait encore. Mais l'univers, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est souvent ainsi que les grandes vérités s'annoncent. Doucement, avec un sourire, avant de tout faire exploser. Mais Élise ne le savait pas encore. Elle croyait avoir trouvé une parenthèse. Elle ne voyait pas que la page entière allait se réécrire. Il y a des regards qui n'appartiennent pas au hasard.
des croisements d'âmes qui semblent avoir été tissés dans l'invisible, bien avant que les corps se reconnaissent. C'est ce qu'Élise ressentit dès la première conversation avec Thomas. Il ne cherchait pas à l'impressionner, il l'écoutait. Et dans ce silence attentif, elle sentit qu'une partie d'elle longtemps endormie se redressait, curieuse, timide, mais vivante. Thomas parlait peu, mais chaque mot était pesé, sincère. Il aimait les vieilles pierres, les ponts, les fondations solides. Et Élise, qui avait grandi dans un monde d'illusions éphémères, trouvait dans ses paroles une stabilité nouvelle. Il ne posait pas de questions sur son passé. Il la voyait pour ce qu'elle montrait, et, paradoxalement, pour ce qu'elle cachait. C'était troublant, apaisant, inattendu. Ils commencèrent à se voir plus souvent. Un café après les cours, une marche au parc Ibirapuera, une visite impromptue à une exposition de peinture naïve. Rien de grandiose. Tout de vrai. Et Élise, malgré ses blessures, se surprenait à rire. Pas le rire social, poli, auquel elle était habituée. Un rire qui sortait du ventre. Qui réchauffait. Mais l'ombre de son secret planait. Chaque fois qu'il lui demandait d'où venait sa passion pour l'art, elle changeait de sujet. Chaque fois qu'il évoquait sa famille, elle se refermait. Car même si Thomas était différent, elle savait qu'une vérité non dite peut devenir un poison silencieux. Et ce poison, elle le sentait déjà frémir. Un soir, assis sur un banc, il lui raconta son histoire. Son père, ancien magnate de la construction, avait tout perdu dans un conflit juridique avec une grande chaîne hospitalière. Élise sentit son cœur se contracter. Elle connaissait cette histoire. Elle en avait entendu les détails, à la table de son propre père. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Comment le pourrait-elle ? Son nom, désormais, était un mensonge, un refuge et un piège. Malgré cela, elle continua à le voir. Car chaque instant avec lui rappelait ce qu'elle avait fui. La possibilité d'un amour sans domination, d'un lien sans intérêt. Et ce lien, elle le voulait, même si c'était dangereux, même si c'était ironique, même si dans une autre vie, ils auraient été ennemis par héritage. Leur amour naquit donc comme naissent les choses interdites, en silence, en douceur, mais avec une intensité que rien ne pouvait freiner. Ils se tenaient à la main comme on tient une vérité fragile. Ils s'embrassaient comme on scelle une promesse que le monde ne comprendrait pas. Élise se demandait parfois si le destin riait d'elle ou s'il l'avait enfin prise au sérieux. Car il fallait une précision divine pour faire tomber une héritière dans les bras du fils du rival. C'était une symétrie cruelle, belle, parfaite. Une leçon d'humilité pour tous les anciens. Une preuve vivante que l'âme choisit toujours son propre chemin, au-delà des guerres des pères. Mais même au cœur du bonheur, une fissure grandissait. Chaque jour passé avec Thomas rendait le mensonge plus lourd. Chaque baiser rendait le silence plus bruyant. Et l'âme d'Élise, désormais éveillée, savait qu'un choix allait bientôt se présenter, dire la vérité, ou perdre ce qui pourrait être son premier amour véritable. Et comme toute vérité sacrée, celle-ci allait devoir sortir, non pas par vengeance, mais pour libérer, pour ne plus aimer en se cachant, pour que l'amour, enfin, cesse d'être une ombre et devienne lumière. On croit parfois avoir enterré son passé si profondément qu'il ne pourra jamais remonter. Mais la vérité a ses racines. Et quand elle pousse, elle fissure même les murs les plus solides. C'est exactement ce qui arriva à Élise. Ce jour-là, en pleine rue, une voix familière la stoppa net. Élise, une ancienne connaissance de son ancienne vie. Le regard insistant, la voix chargée de soupçons, et son cœur qui se figea. Elle répondit évasivement, sourit, changea de trottoir, mais elle savait. Quelqu'un, quelque part, venait de la reconnaître, et ce simple fait transforma son quotidien en terrain miné. Chaque regard devenait suspect, chaque appel manqué de Thomas la faisait trembler. Le secret, jusque-là refuge, devenait menace. Puis vint l'invitation. Thomas voulait qu'elle rencontre ses parents. Un dîner, disait-il. Simple,
intime. Élise hésita. Tout en elle criait prudence. Mais quelque chose en elle, plus profond encore, voulait affronter cette épreuve. Comme si son âme voulait savoir. Est-ce que cet amour tiendra face à la vérité? La maison des Mesquitas était belle, mais fatiguée. Un luxe ancien, fané. Les murs portaient à la fierté d'un passé désormais révolu. On y sentait la décadence cachée sous des apparences soigneusement maintenues. La mère de Thomas, élégante mais rigide, l'accueillit avec un sourire poli, presque glacé. Le père, silencieux, l'observait avec des yeux d'aigle blessé. Le repas fut une danse d'allusions, des questions anodines avec des griffes cachées. « Vous venez d'où déjà? Vos parents sont dans quel domaine ?» Élise répondit avec prudence, tissant ses mots comme une funambule entre deux mondes. Chaque bouchée avait le goût du jugement. Et Thomas, assis à côté d'elle, semblait à la fois présent et absent. Ce qui blessa le plus Élise, ce ne furent pas les piques. C'était l'absence de réaction de Thomas. Il ne la défendit pas vraiment. Il souriait, tentait de calmer les tensions, mais restait dans l'entre-deux. Et cet entre-deux, c'était un vide, une absence de position, une peur du conflit. Et pour Élise, qui avait renoncé à tout pour être vraie, ce silence était une trahison douce mais coupante. Après le dîner, elle sortit seule sur la terrasse. Le vent caressait ses bras nus. Elle ferma les yeux. Se demanda si elle n'était pas en train de revivre, sous un autre masque, le même scénario. Une femme niée. Une femme qui s'efface pour plaire. Et son âme, qui s'était réveillée, refusait de retourner dans l'oubli. Elle se rappela d'un tableau qu'elle avait peint autrefois. Une femme sans bouche, mais dont les yeux brûlaient. Elle comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas une répétition. C'était un test, une ultime épreuve, pour savoir si elle allait enfin se choisir. Le lendemain, elle fut distante avec Thomas. Il le sentit, mais ne sut pas quoi dire. Et elle, blessée, se demandait « Comment aimer quelqu'un qui ne nous voit qu'à moitié? Comment construire un « nous » si le « moi » doit disparaître pour exister ?» Et dans cette question, Élise sentit poindre l'inévitable. La révélation, ce moment où tout basculerait, où son passé, son nom, son héritage éclateraient au grand jour. Et elle ne savait toujours pas s'il resterait. Il y a un moment dans la vie d'une femme où le silence devient trop lourd, où même l'amour ne suffit plus à étouffer la voix intérieure qui demande justice. Pour Élise, ce moment arriva quelques jours après le dîner chez les Mesquitas. Elle se regardait dans un miroir, dans ce petit studio qui était devenu son sanctuaire. Mais ce soir-là, le reflet qu'elle voyait n'était ni Élise Avelard, ni Élise Duhart. C'était une femme en transition, debout entre deux mondes. Elle pensa à partir, laisser une lettre, couper les ponts avant que tout s'effondre. Elle connaissait déjà ce mécanisme, fuir pour survivre. Mais quelque chose en elle refusait. Elle ne voulait plus fuir, elle voulait affronter. Pour la première fois, elle sentait que sa vérité n'était pas une faiblesse, mais une délivrance. Et si Thomas ne pouvait l'aimer dans sa totalité, alors ce ne serait pas de l'amour, mais une projection. Elle l'invita chez elle, prépara du café, pas pour faire plaisir, mais pour ritualiser l'instant. Elle voulait que ce moment soit sacré, qu'il laisse une trace, quelle que soit l'issue. Il arriva, le regard un peu inquiet. Elle l'accueillit avec douceur, mais sans masque. Puis elle parla. De tout. Son vrai nom. Sa famille, l'empire, la trahison, la peinture, la fuite. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Car il y avait dans cette parole une force nouvelle. Une force née de la douleur, mais nourrie par la vérité. Thomas resta silencieux. Longtemps. Puis demanda « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» Et dans sa voix, il n'y avait pas de colère, juste de la confusion, de la peur, et peut-être une fissure dans leur lien. Élise lui répondit « Parce que je voulais que quelqu'un m'aime sans mon nom, sans mon poids, sans mon passé, juste moi. » Et dans cette phrase,
Il y avait tout le paradoxe des femmes brisées. Vouloir être vues, mais avoir peur d'être rejetées quand elles montrent tout. Le pouvoir du pardon commençait là, dans cette tension entre la honte et la lumière. Thomas partit sans un mot. Elle ne le retint pas. Elle resta seule dans le silence, mais ce silence n'était plus celui d'un abandon. C'était celui d'une libération. Et dans ce vide, elle sentit une paix étrange, comme si l'âme venait de déposer un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Les jours passèrent. Pas de nouvelles. Mais Élise ne s'effondra pas. Elle peignit. Beaucoup. Des femmes couronnées de feu, des cœurs recousus à l'or, des visages en larmes, mais debout. Son art devint catharsis. Elle envoyait ses tableaux dans des galeries sans son nom. Juste une signature. A.D. Comme une manière de dire que l'âme n'a pas besoin de nom pour exister. Un matin, elle reçut une lettre. Pas un message. Une lettre manuscrite. De Thomas. Dedans, il n'y avait ni promesse, ni reproche. Juste une vérité nue. J'ai eu peur. Mais maintenant je sais. Ce que tu m'as montré, c'est plus que de l'amour. C'est du courage. Je veux te connaître. Pour de vrai. Et là, Élise pleura. Pas de douleur, de reconnaissance. Elle sut alors que l'amour, le vrai, commence quand les masques tombent, quand les deux âmes se présentent nues, blessées, mais prêtes à bâtir quelque chose de réel. Pas parfait, mais vrai. Et dans ce choix, elle n'abandonnait ni sa liberté, ni sa vérité. Elle choisissait un amour qui ne demandait pas de se taire. Et ainsi, dans la lumière douce du matin, Élise comprit. La trahison l'avait menée à elle-même. Le pardon l'avait libérée. Et l'amour venait enfin comme une conséquence. Non comme une promesse, mais comme une offrande. Et toi, as-tu déjà dû cacher qui tu es pour être accepté dans une famille, un amour, un monde qui ne te reconnaissait pas? As-tu déjà porté un nom qui ne t'appartenait plus, juste pour ne pas perdre l'autre? Partage ton histoire en commentaire. Dis-moi, qu'as-tu dû abandonner pour pouvoir enfin te retrouver? Ton témoignage pourrait être la guérison silencieuse d'une autre femme ce soir. Si ce récit a touché ton cœur, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce qu'ici, chaque histoire parle à ton âme avant même de toucher tes oreilles. Le prochain récit t'attend. Il parle d'une femme rejetée par sa propre famille, à cause de ce qu'elle faisait pour survivre. Un choix injuste, une douleur cachée, et une revanche que personne n'avait vue venir. Clique, continue. Parce que tu ne mérites pas qu'on t'aime pour ton masque, tu mérites qu'on t'honore pour ta vérité. Avec tendresse et mystère, cicatrice de l'âme.